Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de La Grande Hache. Et nous recevons aujourd'hui Marc Bélissa, bonjour, qui n'est pas inconnu, je crois, au public des fidèles de La Grande Hache. Marc, tu es historien de la Révolution française, de la pensée politique des Lumières françaises en particulier, mais pas seulement. Tu as publié de nombreux ouvrages, seul ou souvent avec Yannick Bosc. Mon vieux complice, ouais. Qu'on avait reçu avec toi pour une émission mémorable sur Robespierre, qui est toujours en ligne et qui est beaucoup regardée, qui continue à être visionnée. Tu es là aujourd'hui pour la sortie d'une somme absolument passionnante sur la Révolution française et les colonies, que voici ici, paru récemment à La Fabrique. Je rappelle que tu as été enseignant-chercheur, aujourd'hui émérite à l'université de Paris-X-Nanterre, et que si tu es émérite, c'est que donc tu es à la retraite. Et heureux. Et heureux de l'être. Et comme souvent, les chercheurs, particulièrement ces temps-ci, finalement, la retraite, c'est le moment où on peut commencer à travailler vraiment, disons, au rythme que l'on souhaite conserver. C'est très vrai. Et se consacrer pleinement aux recherches. Et ce livre-là en est un témoignage de cette activité redoublée. La question coloniale a pris une place de premier plan en France depuis une vingtaine d'années environ dans les débats politiques d'un côté, dans les préoccupations des historiens et des chercheurs en sciences sociales de l'autre, avec peut-être d'ailleurs un certain retard français, mais peu importe. Par question coloniale, on peut désigner la prise de conscience de l'importance du colonialisme dans notre histoire, et de l'impact qu'il a encore, ce colonialisme, ce passé colonialiste, cet héritage du rapport colonial sur notre présent. Si ce passé et ce présent donc, du colonialisme ont longtemps été occultés, impensés, c'est parce que le rapport colonisateur-colonisé, dans son inégalité structurelle, est inacceptable au regard des principes fondateurs de l'ordre politique moderne. Ces principes fondateurs de notre ordre politique moderne, qui sont aussi ceux de la démocratie, reconnus universellement, au moins au plan formel, comme le modèle idéal, ce sont ceux qui ont été affirmés pour l'essentiel par la Révolution française. Le principe de la Révolution française proclamé, qui la guide, c'est que les hommes naissent libres et égaux en droit. Et demeurent. Et demeurent. Libres et égaux en droit. Déclaration de l'été 1789, à laquelle renvoie encore aujourd'hui le préambule de la Constitution de la Ve République française. La Révolution se proclame aussi, si je me souviens bien, solidaire de tous les peuples opprimés. Ce qui, là encore, donc, est a priori incompatible avec l'oppression inhérente au colonialisme. Alors, la question de l'histoire de la Révolution eu égard aux colonies, est déjà en tension si on fait ces quelques considérations. Quand on commence à te lire, on se souvient très vite, ou on apprend très vite si on ne le savait pas, que cette proclamation des droits de l'homme, si universaliste qu'elle soit, de l'été 1789, n'est pas immédiatement suivi par ce qui devrait être sa conséquence naturelle, à savoir l'abolition de l'esclavage qui est en vigueur dans les colonies françaises. Absolument. Cette abolition ne survient que en 1794, en février, avec une décision de la Convention de Robespierre. Il y a déjà là donc, un jeu sur lequel on va peut-être revenir. Avant, néanmoins, je pense qu'il faudrait aborder la question de la consistance de ces colonies, de cet empire colonial. Tout à fait. Il peut y avoir une confusion, puisque pour nous, aujourd'hui, les colonies, l'empire colonial français, consiste essentiellement dans les conquêtes en Afrique, en Extrême-Orient, au XIXe siècle. Absolument. Dont on peut tout de suite d'ailleurs remarquer qu'elles ont lieu après la Révolution française. Absolument. Et c'est donc que ces principes directeurs d'égalité n'ont pas dû entrer, en vigueur si facilement. Oui, ils ont été instrumentalisés en partie. Enfin, on y reviendra. Pire encore, peut-être que cet universalisme a été utilisé. A été un et instrument. détourné. Alors, effectivement, il faut peut-être d'ailleurs remonter un tout petit peu avant 1789 pour comprendre. On faut remonter à 1763. 1763, c'est la fin de la guerre de 7 ans, c'est-à-dire c'est la défaite française face aux Anglais, et c'est donc la perte
d'une grande partie des possessions françaises en Amérique du Nord, le Québec, bien entendu, mais aussi ce qu'on appelle la Louisiane, c'est-à-dire l'immense territoire qui va des Grands Lacs jusqu'à la Louisiane actuelle, qui est perdu. Et donc, à la suite du traité de Paris de 1763, ne subsiste des possessions coloniales du roi de France que quelques îles en Amérique du Nord, Saint-Pierre-et-Miquelon, où on pratique la pêche à la morue essentiellement, les Antilles, une partie des Antilles, notamment Martinique, Guadeloupe et quelques autres îles aux alentours, les villes de Saint-Louis du Sénégal et de Gorée, et l'île de Gorée dans l'actuel Sénégal, qui sont des comptoirs de traite. Il y a d'autres comptoirs plus petits en Afrique occidentale. Il y a des comptoirs de traite sur la côte orientale de l'Afrique et sur la côte orientale de Madagascar. Parce que partie des esclaves de cette région sont envoyés, plutôt des captifs de ces régions, sont envoyés en esclavage dans les îles qui s'appellent à l'époque les îles Bourbon et l'île de France, qui sont aujourd'hui l'île de la Réunion et l'île Maurice. Et puis il y a 5 comptoirs indiens qui subsistent malgré la défaite face aux Anglais. Alors on les connaît, Pondichéry, Chandernagore, etc., etc. Alors la particularité, c'est que ces comptoirs indiens et Saint-Pierre-et-Miquelon, deux extrémités de cet empire, sont les seules colonies non esclavagistes. D'accord. C'est-à-dire que ce sont des colonies essentiellement des comptoirs commerciaux ou de pêche, dans le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutes les autres colonies françaises, dans les Antilles ou dans les Mascareignes, c'est-à-dire l'île de la Réunion, l'actuelle île de la Réunion et l'actuelle île Maurice, sont des colonies esclavagistes, c'est-à-dire des colonies non seulement dans lesquelles il y a des esclaves, mais surtout des colonies dans lesquelles l'ensemble de la production est fondé sur le travail servile. C'est ça. D'accord. Donc on a des sociétés esclavagistes, on a des sociétés qui sont fondées sur d'autres bases que celles de la France de l'Ancien Régime. De ce point de vue-là, la tripartition noblesse, clergé, noblesse, tiers état qui a lieu, qui a cours, même si elle est un peu dépassée en métropole au XVIIIe siècle, ne structure pas les relations sociales, même s'il existe des nobles et qu'il existe des prêtres et qu'il existe des roturiers dans les colonies. Cette tripartition ne structure pas la société coloniale. Les sociétés coloniales, elles sont structurées par d'autres clivages, dont le premier est l'opposition fondamentale entre libres et non libres. Les libres, ce sont les ingénus. Les non-libres, ce sont les esclaves. Et ça, cette définition a été... Alors, elle existait évidemment avant, mais elle a été rigidifiée, elle a été formalisée par le fameux édit de Colbert de 1685, qu'on a appelé par la suite le Code noir, bien que dans l'édit de Colbert, on ne parle pas du tout de la couleur de la peau des individus. Vous pouvez chercher, nulle part dans l'édit de 1685. On commencera à parler de la couleur de la peau un peu après, dans les années 1720, mais à ce moment-là, c'est libre-esclave. Voilà. Donc en fait, le concept finalement clé, c'est pas tant colonialisme qu'esclavagisme, et c'est d'abord un concept, cet esclavagisme, si je comprends bien, qui est juridico-économique. Tout à fait. Alors, tu as tout à fait raison. La base, c'est un concept juridico-économique, mais par-dessus vont se rajouter progressivement des éléments de type socio-ratio ou socio-ratio, je ne sais pas comment on pourrait le dire, qui vont se constituer en surplomb, en quelque sorte, de cette opposition fondamentale entre libre et non libre. Pourquoi ? Parce que la particularité des colonies à l'époque, c'est qu'il n'y a pas d'indigènes, ou il n'y a plus d'indigènes. C'est pas comme dans les colonies de la Troisième République où on a une administration française et qui gouverne des indigènes. C'est qu'il y a un peuplement d'origine autochtone. Le peuplement d'origine est mort. Et tout Ouais. simplement, la plupart des Amérindiens sont morts à l'époque qui est la nôtre. Ça. Dans les colonies d'Ancien Régime, finalement, les populations, elles sont issues de quoi ? De la traite ? Alors, elles sont soit issues de la traite, esclavagiste, soit c'est des Européens. qui se sont implantés. Des Français. Il y a une ou deux îles où il reste une petite population autochtone qui s'est métissée avec des gens qui sont arrivés plus tard. Mais donc, globalement, il n'y a plus de population autochtone. Donc, il n'y a plus d'indigènes. Donc, ce sont des colonies assez particulières, puisque les colons, ce sont ceux qui sont les propriétaires de terres. Il y a aussi des colons qui ne sont pas propriétaires de terres. On a une société donc qui est clivée selon d'autres
ligne que celle de l'indigène et du français sous la Troisième République. Et donc, je disais tout à l'heure que par-dessus ce clivage fondamental de l'ingénu et de l'esclave, s'est ajouté par la suite, au fur et à mesure, grosso modo, entre les années 1680 et les années 1720, 1725, se constitue ce que les contemporains appellent le préjugé de couleur. Ce qui est assez amusant parce qu'on voit bien que c'est un préjugé. Les colons, eux, parlent, parce qu'il ne veut pas dire qu'ils ont des préjugés, ils parlent de la barrière de couleur. Mais enfin, c'est la même chose, ça veut dire la même chose. C'est que, fondamentalement, au-dessus de l'opposition entre esclaves et libres, il y a des oppositions qui sont celles de couleur de la peau. Or, le problème, c'est que ce préjugé de couleur, il est historique, il se construit. C'est-à-dire qu'en 1680, en 1660, personne ne se demande qui est blanc, qui est noir, qui est métissé. En fait, les premières mentions dans les recensements, etc., ça va arriver dans les années 1710-1720, c'est-à-dire au moment où explose le cycle du sucre et où la proportion d'esclaves augmente considérablement. Il y a un take-off de l'économie, de la traite esclavagiste. Absolument. Et donc, ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste dans le livre, parce que ça pourrait être contre-intuitif pour beaucoup de gens. C'est que c'est pas parce qu'il y a du racisme qu'il y a de l'esclavage, mais historiquement, c'est l'inverse. C'est parce qu'il y a de l'esclavage qu'on crée des races. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pensée raciale avant. Ça veut dire que découle de l'esclavage la nécessité de construire des catégories hyper compliquées pour séparer le blanc du noir. Catégorie qui n'existait pas dans les premières décennies de la colonisation, pour une raison très simple, c'est que tout le monde est métissé. C'est-à-dire même les blancs sont métissés, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de femmes. Donc, avec qui ils font des enfants? Ils font des enfants avec les Indiennes, ils font des enfants avec les esclaves noirs, ils font des enfants avec des métis de noirs et d'esclaves, etc. Il y a très peu de femmes européennes. Et donc, grosso modo, jusque dans les années 1680-90, même jusqu'en 1700, tout le monde est métissé. Tout le monde est métissé. Donc, le grand propriétaire qui a fait des enfants à sa maîtresse esclave a la possibilité soit de les laisser en esclavage, ce qui lui rapporte de l'argent finalement, soit de les libérer. Et au début de la colonisation, beaucoup libèrent leurs enfants. Et ces enfants, de fait, deviennent quoi? Ils deviennent blancs. D'accord. Ils deviennent blancs, mais c'est d'abord un statut économique et juridique. Oui, et racial, mais ce statut racial, il est complètement construit socialement. Artificiel, oui. Il est artificiel, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup à l'époque, dans les textes, de présumé blanc. C'est-à-dire que machin est présumé blanc. Bidule est présumé carton, c'est-à-dire qu'il a un quart de sang noir. Et donc, on peut, quand on est blanc, on a intérêt à se montrer le plus blanc possible. Quand on est noir, on a intérêt à se montrer le plus blanc possible aussi. Donc, il y a des processus très savants de blanchiment. Quelqu'un qui va avoir la peau pas trop colorée va essayer de se faire appeler sieur dans les recensements. Et quand on se fait appeler sieur, on est blanc. Donc en fait, c'est un peu comme pour la noblesse. C'est d'abord une pratique sociale. Avant d'être reconnu juridiquement, il faut que ce soit comment dire, une sorte de coutume. Il faut être reconnu à tout un tas avec un tout un tas de paramètres qui font partie de l'immanence de la vie sociale, comme étant naturellement agrégés à ce groupe-là. Oui, parce que les esclaves sont en général noirs la plupart du temps. Donc, je parle des colonies françaises, parce que avant, on a beaucoup d'esclaves blancs dans d'autres périodes. Au Moyen-Âge, c'est pas toi que je vais expliquer. Alors oui, bien sûr. Pour les périodes, d'accord, oui, tout à fait. Ouais. Il y a aussi ce qu'on appelle les engagés. Entre les années 1630 et les années 1680, par exemple, dans les colonies anglaises, la moitié des esclaves, c'est des Irlandais. D'accord. Alors, ils n'ont pas le statut juridique d'esclaves, ils ont le statut d'engagés, mais en réalité, leur situation personnelle, leur mise au travail est identique à celle des esclaves noirs. Donc, au tout début de la colonisation, il y a des esclaves, entre guillemets, blancs, que sont les engagés. Même si juridiquement, à l'issue de leur engagement, ils peuvent devenir libres. Ce qui est loin d'être toujours le cas, parce que très souvent, ils ont des dettes, et donc ils se retrouvent dans une situation proche de celle ils sont maintenus dans cette des esclaves. Voilà. Mais donc ça, c'est vraiment le début de la colonisation. À l'époque dont je parle, c'est-à-dire grosso modo au tournant du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, il n'y a quasiment plus d'engagés blancs. Il y en a très peu dans les colonies françaises. Il y en a toujours eu beaucoup plus dans les colonies anglaises. Mais on peut dire qu'à partir de 1700-1720, l'assimilation de l'esclave au noir est terminée.
C'est-à-dire nègre, j'utilise le mot qu'utilisaient les gens à l'époque, bien entendu. Hein, nègre, c'est esclave. C'est synonyme. C'est synonyme. Même si dans les faits, c'est pas vrai. Pourquoi ? Parce qu'il existe des nègres, entre guillemets, libres. Les gens qui ont la peau noire et qui sont libres. Et qui sont libres. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été affranchis, parce que ils ont défendu la colonie avec les fusils à la main contre les Anglais, et on les a affranchis. Il y a différents modes d'affranchissement qui sont prévus dans le Code noir, d'ailleurs, hein, qui vont créer des couches intermédiaires entre le blanc et le noir, hein, et entre l'esclave et le libre. Et est-ce que certains deviennent propriétaires ? Donc, est-ce qu'il y a finalement des blancs au sens économique et social qui sont des noirs du point de vue de la couleur de peau ? Absolument, puisque, par exemple, le plus célèbre d'entre eux, Toussaint Louverture, est né esclave, il a été affranchi, et avant la Révolution, il possède une petite plantation de café avec une dizaine d'esclaves. D'accord. Alors que lui-même est né esclave. Oui. Et donc, on a, alors ils ne sont pas très très nombreux, hein, mais il existe des noirs libres, il existe des libres de couleur, comme on dit. Les libres de couleur sont en général des métis. Hein. À l'époque, on utilisait un terme péjoratif qui est le mot mulâtre. Moi, je l'utilise avec des guillemets, bien sûr, parce que c'est un terme péjoratif, comme le mot nègre. Déjà, à l'époque, c'est déjà péjoratif, nègre. Ouais. Et donc, on a assez vite, au milieu du XVIIIe siècle, une société dans laquelle la couche, je dirais, juridico-économique a été surplombée par une couche socio-raciale, et cette couche socio-raciale est rigidifiée volontairement, parce que le nombre des libres de couleur augmentant, les blancs ou les présumés tels se sentent en position défensive. Parce que très souvent, ces libres de couleur sont des gens qui économiquement sont plutôt dynamiques. Ce sont des gens qui travaillent dans les villes, souvent. Ce sont des gens qui ont une espèce de dynamisme démographique, plus grand que celui des Blancs, pour des raisons à la fois qui tiennent aux épidémies, etc., etc. Et donc, il faut à tout prix élever la barrière de couleur la plus haute possible. Et pour ça, ils vont imposer au gouvernement royal, qui au départ s'occupe pas tellement de ça, mais ils vont demander au gouvernement royal de prendre toute une série d'ordonnances visant à renforcer la barrière de couleur. Refermer le groupe, en gros. Voilà, absolument. On referme le groupe, on referme la classe en une caste, d'une certaine manière. Ah oui. Hein, oui. Puisque la classe des propriétaires, parmi les propriétaires, on a des libres de couleur. Oui. Alors, on aurait pu imaginer qu'il y ait une alliance entre les libres de couleur propriétaires et les blancs propriétaires. En réalité, non. Les blancs veulent rejeter les libres de couleur, même s'ils sont propriétaires. Ils disent la chose suivante, ils disent il y a une telle distance, j'utilise le terme de distance, il y a une telle distance de l'homme noir à l'homme blanc qu'il faut que cette distance reste telle. Ah, c'est quand même une ontologie que nous, on dirait raciste, au fond. Absolument. Absolument. Mais ils sont les seuls à le dire. C'est eux qui sont les seuls à le dire, parce qu'en métropole, ce genre de discours existe quasiment pas. Hein, donc ce sont les colons blancs qui créent ce discours. C'est intéressant ce que tu disais sur le fait que finalement il y a des pressions qui sont faites par ces grands propriétaires blancs sur le roi, donc en métropole. Je ne sais pas si on parle déjà de métropole, je ne suis pas sûr. À la fin de l'époque. À la fin. Il faut réaliser, si j'ai bien compris, que cet empire, ces possessions coloniales, elles se sont agrégées selon une logique, là encore, qui n'est pas celle du 19e siècle, mais au départ une logique économique privée. Hein, c'est ça, ce sont des sociétés, des compagnies, comme on disait, qui mettent en exploitation des territoires réputés libres, hein, dont elles ont les moyens de s'emparer, et qui se placent sous la protection royale en échange d'une reconnaissance de propriété du roi, hein, personnel. Hein, et donc, c'est pas une logique nationale, parce que de toute façon, on est avant précisément les révolutions et la souveraineté nationale. Donc, c'est des familles royales qui possèdent ces territoires, mais en réalité, elles les laissent gérer par des intérêts privés. Elle les donne en usage, en usufruit. Et effectivement, les familles bénéficient de l'usage de ces terres. Tu as tout à fait raison. Et ce qui est très important à comprendre, c'est que les colonies ne sont pas des provinces françaises. Elles ne sont pas conçues comme agrégées à une entité nationale non, pas du tout. Elles ne sont pas construites comme des parties du royaume. Et d'ailleurs, les colons le regrettent. Pourquoi ils le regrettent, les colons ? Parce que s'appliquent aux colonies des règlements spécifiques que sont ce qu'on appelle l'exclusif. C'est-à-dire toute la réglementation du commerce colonial entre les colonies et la métropole, qui est une grande quantité de contraintes pour les colons, qui veulent absolument voir remises en cause.
Et ça, c'est les monarchies qui en tirent des intérêts. Et ça, c'est la monarchie qui ça en tire les bénéfices. Ouais. Et aussi toute une partie des marchands et des armateurs et des capitaines des ports de l'Atlantique. Parce que les marchands et les commerçants des ports de l'Atlantique n'ont pas forcément les mêmes intérêts que celui des colons. Parce que, par exemple, les marchands de Bordeaux, à la fin du XVIIIe siècle, fondent leur fortune, pas tant sur la traite négrière, c'est plutôt à Nantes, mais fondent leur fortune sur la réexpédition des produits coloniaux. En fait, le sucre de Saint-Domingue, Saint-Domingue, c'est le premier producteur mondial de sucre à l'époque. L'actuel Haïti, donc. Hein, l'actuel Haïti. Ouais. Cette partie de cette colonie du roi de France envoie le sucre à Bordeaux et dans d'autres endroits, bien entendu. Mais c'est Bordeaux qui est le premier port de réexportation, qui exporte jusqu'à Saint-Pétersbourg, dans la Baltique, au Danemark, etc. Par privilège royal, c'est ça? Alors, pas par privilège royal, non. Ce sont des compagnies. Voilà, une domination économique. Voilà, voilà. Et comme la France est le premier producteur mondial de sucre, évidemment, l'argent rentre très bien. Et il y a des oppositions entre colons et marchands, parce que les colons, eux, veulent la liberté du commerce, entre guillemets, en bons libéraux qu'ils sont. Ils veulent pouvoir acheter et vendre des esclaves où ils veulent, mais ils n'ont pas le droit, à cause de l'exclusivité. Théoriquement, ils ne peuvent acheter que des esclaves, entre guillemets, français, c'est-à-dire venant de la traite française. Voilà. Sauf que dans les faits, il y a tellement de contrebande. C'est l'âge d'or de la contrebande. C'est l'âge d'or de la contrebande. Dans les faits, la moitié des esclaves, non, j'exagère un peu, disons 40% des esclaves qui rentrent dans les colonies françaises sont rentrés en contrebande. Et toutes les marchandises, par exemple, les colons de Saint-Domingue voudraient vendre le sucre aux États-Unis. Puisque à proximité. En 1776, en plus, à partir de 1778, la France est l'allié des États-Unis. Mais il n'en est pas question pour la France. Alors on veut bien, en période de guerre, assouplir les règles du commerce, parce que c'est la guerre. Mais en période de paix, on referme tout de suite les barrières douanières, parce qu'il n'est pas question que les colons commercent avec les États-Unis. Parce que ce serait un manque à gagner. Parce que ce serait un manque à gagner pour les marchands de la métropole. D'accord. À cause de ça, il y a une contrebande énorme, énormissime. C'est le sport national. Dans toutes les colonies, qu'elles soient d'ailleurs espagnoles, françaises ou anglaises. Et donc, à la veille de la Révolution, il y a donc des clivages entre marchands métropolitains et colons. Mais sur la question de l'esclavage, ils sont d'accord. Il faut maintenir l'esclavage. En fait, on peut dire que, alors pour utiliser un terme un peu barbare, on peut dire que les colonies ont été royalisées, si on peut dire, ou impérialisées, si on veut, à partir du milieu du XVIIIe siècle. Et ce processus est presque achevé en 1789. C'est-à-dire qu'en 1789, on pense ces colonies comme un ensemble géopolitique à défendre. Ce qui n'était pas le cas au départ, comme tu l'as dit tout à l'heure. Au départ, c'était une constellation de compagnies qui s'appuyaient sur les. Mais à la veille de la Révolution française, on a cette réflexion dans les bureaux de Versailles. Et d'ailleurs, les colons en sont aussi responsables, parce qu'il existe à Versailles, c'est le ministère de la Marine qui gère les colonies, mais à l'intérieur du ministère de la Marine, il y a un bureau des colonies. Et ce bureau des colonies est dirigé par un colon de la Martinique qui s'appelle Dubuc. Alors, on peut dire qu'il existe un mouvement, une opinion plutôt qu'un mouvement anti-esclavagiste ou qui s'oppose à l'esclavage depuis fort longtemps. Bartholomé de Las Casas au XVIe siècle, bien sûr. Mais disons qu'en France, ça prend corps dans les années 1740, à peu près. C'est-à-dire, jusque-là, en fait, on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe dans les Antilles. Faut bien le savoir. À part si on est habitant de Nantes et de Bordeaux, on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Je me souviens de ce texte de Voltaire, je crois, c'est dans Candide, qui se termine en disant « C'est à ce prix que vous avez du sucre en France » et on voit le martyre subi par un indigène. Par un indigène du Suriname. À qui on a coupé un bras et qui a perdu un bras dans un moulin à sucre et à qui on a coupé la jambe parce qu'il a essayé de s'enfuir. C'est ça. Et Voltaire s'apitoie là-dessus. Alors, c'est pas une colonie française, ceci dit. On sait que ça n'a pas empêché Voltaire d'investir de l'argent dans les... Non, je t'arrête. Alors, c'est une idée reçue. C'est une légende. C'est une légende. C'est bien, alors, parce que moi, j'ai toujours cru que Voltaire n'avait pas mis en conformité, disons, ses investissements économiques avec ses idées. C'était faux, alors. On n'a aucune preuve que Voltaire est investi dans les colonies. En fait, c'est un hoax, comme on dit, une fake news. Une fake news qui a été propagée par un historien amateur, entre guillemets, dans les années 1880, 90. Ça a été montré très bien par Jean Erhardt,
dans son livre Lumière et esclavage, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas investi, mais on n'en a absolument aucune preuve. En réalité, on ne sait pas. D'accord. On ne sait pas. D'accord. On Non, parce que a zéro preuve. Ça fait partie du tableau qu'on dresse volontiers de cette bourgeoisie voltairienne qui justement a voulu arrêter la révolution, qui est devenue plus ou moins bonapartiste, qui a profité économiquement de la révolution. Absolument. C'est un peu une image de l'hypocrisie, de la tartufferie, disons, Bien sûr. de la bourgeoisie imbue de principes universels, universalistes, mais qui en fait va privilégier la domination économique. Mais tu as raison, mais en l'occurrence pour Voltaire, c'est faux. C'est faux, d'accord. Voilà. C'est peut-être vrai pour d'autres, mais pour Voltaire, c'est faux. Je pensais à lui parce que tu disais, il y a une opinion qui se met à partir du milieu du XVIIIe siècle à s'inquiéter de ça. C'est Montesquieu c'est Montesquieu, c'est l'esprit des lois, où tu as la première critique de l'esclavage qui se fait sur le terrain ironique. Montesquieu est très fort pour ça. Il dit, grosso modo, il n'est pas possible que ces gens-là soient des individus, soient des humains. Sinon, nous ne serions pas des chrétiens puisque nous les traitons pas comme des humains. Donc, il y a toute une ironie à la Montesquieu, comme dans les Lettres persanes, qui rejette à la fois l'idée coloniale et l'esclavage. Les deux. Montesquieu pose la question de la légitimité d'avoir des colonies. Alors, il le fait dans un paradigme qui est un peu le paradigme des colonies à l'antique. C'est-à-dire que les cités grecques avaient créé des colonies dans d'autres parties du bassin méditerranéen, et ces nouvelles colonies ne gardaient qu'un lien affectif ou un lien économique ténu avec la métropole. Donc il y a une première critique chez Montesquieu. Il y a cette critique de Voltaire, cette critique du sucre qui est sanglant. C'est un lieu commun qui revient de toute la littérature. Et puis, à partir des années 1770, on a un tournant. C'est-à-dire que cette opinion anti-esclavagiste, elle va se radicaliser. Elle se radicalise, par exemple, dans certains passages de l'histoire politique et philosophique des deux Indes, que Guillaume Thomas Raynal a supervisé, mais dont il n'a écrit qu'une toute petite partie. Et d'ailleurs, les passages les plus radicaux, c'est pas Raynal qui les a écrits, parce que Raynal, c'est quelqu'un de plutôt modéré et plutôt réformateur colonial, qui n'était pas du tout anticolonialiste, il voulait des colonies, mais bien gérées, en quelque sorte. Mais celui qui a écrit ce texte, c'est Diderot. Mais on a appris ça seulement avec Yves Benoît, quand il a sorti son livre dans les années 70, qui s'appelle Diderot, de l'athéisme à l'anticolonialisme, parce qu'avant, ces textes-là, on ne les connaissait pas, tout simplement. Et donc, ils étaient signés par Diderot ou ils étaient Non, ils n'étaient pas signés par Diderot. C'était pas signé, mais on sait que c'est Diderot qui les a écrits. Il y a un de ses amis qui s'appelle Pechméja. Ça, c'est Yves Benoît, l'historien qui est décédé maintenant, qui était un grand historien de la question de l'esclavage et des Lumières, qui a montré que Diderot et Pechméja étaient ceux qui, dans l'histoire philosophique et politique des deux Indes, avaient critiqué non seulement la légitimité des colonies, c'est-à-dire qu'ils remettaient en cause l'idée qu'on puisse s'incruster chez un peuple qui vous a rien demandé, première chose. Ils ne justifiaient, la seule colonisation qui était justifiée, c'est les endroits où il n'y avait personne. Mais il suffisait, disait Diderot, qu'il n'y ait un individu à cet endroit-là pour que vous ne puissiez pas coloniser ce territoire. C'est ce que dit Diderot. Et par ailleurs, Diderot et Pechméja envisageaient une révolte généralisée des esclaves, exterminant les Blancs et mettant en place des gouvernements noirs. On a ça aussi, par exemple, chez Louis-Sébastien Mercier, dans son fameux roman « L'an 2440 », ou « Rêve s'il en fut », qui est une espèce de roman d'anticipation, une espèce d'utopie, d'uchronie, enfin c'est un truc un peu bizarre, où un personnage, j'ai plus la date en tête de la première édition, mais il y a 3 éditions, c'est un livre qui a eu beaucoup de succès, dans les années 70. Son personnage s'endort et se réveille à Paris en 2440, et il se balade, et donc il voit des choses. Il y a toujours un roi, c'est Louis XLII, je ne sais plus exactement quel est le nom. Il n'a pas anticipé la fin de la royauté. Il n'a pas anticipé la fin de la monarchie. Il y a toujours un grand roi, mais c'est un roi citoyen d'abord. Ça, c'est bien. Et puis il arrive sur une place, et il y a une grande statue avec un grand noir baraqué, avec un sabre à la main. Et en dessous, c'est marqué « Aux vengeurs du Nouveau Monde ». Et il dit « Mais qu'est-ce que c'est cette statue ?» Et l'habitant, le Parisien, lui dit « Ah, ça, c'est la statue du Spartacus noir qui a écrasé qui a massacré tous les Blancs et a aboli l'esclavage. » Donc, on peut voir dans cette littérature plus une mise en garde, disant aux colons « Ce que vous faites, ça va amener à l'extermination des Blancs et vous allez aboutir à des abolitions noires. » C'est-à-dire qu'on peut voir ça comme une espèce de
mise en garde en disant traitez mieux vos esclaves pour pas et le pour pas en sentiment arriver. d'une injustice radicale. Donc, Mais il y a aussi le sentiment d'une injustice radicale et surtout le sentiment que l'insurrection noire est légitime. Mais alors, qu'est-ce que les gens ordinaires du peuple pensaient de tout ça? On ne sait pas trop. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'il y avait quelques milliers d'esclaves noirs et de métis dans les villes de l'Ouest et à Paris. Éric Noël de l'Université de Martinique a étudié ça dans un livre qui s'appelle « Être noir en France au XVIIIe siècle ». Il y a plusieurs milliers de domestiques essentiellement, ou de coiffeurs, d'ébénistes, etc. Des gens qui ont été amenés des colonies en métropole, avec une législation d'ailleurs nouvelle, parce qu'en théorie, il n'y a pas d'esclaves en France, depuis l'édit de Louis X le Hutin, en théorie. Sauf que les colons, en théorie, sauf que les colons ont réussi à obtenir une législation qui leur permettait de faire venir leurs esclaves pendant 3 ans. Alors, il fallait les déclarer à l'arrivée. Si on ne les déclarait pas, le gouvernement royal pouvait libérer les esclaves, et il y en a eu. Il y a eu des procès. Des esclaves qui ont fait des procès à leur maître qui ont été libérés. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu. Ils pouvaient rester 3 ans, le temps d'apprendre un métier, et ils étaient renvoyés à la colonie. Mais on trouvait que renvoyer les nègres qui venaient de la métropole était très mal vu dans les colonies parce qu'on trouvait qu'ils étaient insolents et parce qu'ils avaient humé l'air de la ville de Paris. Et on sait qu'il y avait des mariages mixtes, par exemple. On sait que dans les milieux populaires, ce qu'on appelle le préjugé de couleur est quasiment totalement absent. Il y a une forme de militantisme qui se développe, une fois, qui a commencé avant la Révolution, mais qui se développe avec les événements révolutionnaires, en faveur des gens de couleur. C'est bien ça, cette société des amis des gens de couleur? Il y a 2 sociétés, en fait. Il y a la Société des Amis des Noirs, la Société des Amis des Noirs, qui est fondée en 1788, qui est une société au recrutement assez aristocratique. On a le marquis de Lafayette, le duc de La Rochefoucauld. Enfin, c'est des grands personnages. Et quel est le sens de cet engagement de leur part? Le programme de la Société des Amis des Noirs, c'est l'abolition de la traite, pas l'abolition de l'esclavage. Ils considèrent que ce sont des gens qui ont, pour la plupart d'entre eux, pas tous, parce qu'il y a quelques propriétaires d'esclaves parmi eux aussi, mais qui se veulent philanthropes ou qui se veulent réformateurs. Ils se disent, ces gens-là, que de toute façon, le travail servile, du point de vue économique, est une aberration. Il y a eu une critique des économistes physiocrates dans les années 1760 de l'idée de rentabilité du travail servile. Donc il y a déjà une critique économiste qui ne relève pas du tout d'une réflexion humanitaire. Non. Donc on peut être ami des Noirs pour des raisons on peut être ami des Noirs pour des raisons tout à fait économiques. Voilà. Et donc, alors, incontestablement, ces gens-là voudraient la disparition de l'esclavage, mais pas par une abolition. Par une abolition extrêmement progressive. Par exemple, Condorcet, en 1788, publiait un plan sur lequel il prévoit une abolition progressive de l'esclavage en 70 ans. D'accord. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que les esclaves sont tellement dégénérés par leur servitude qu'ils ne peuvent pas devenir libres du jour au lendemain. Ils vont faire des conneries, excusez-moi l'expression, ils vont faire des bêtises. C'est un rapport paternaliste, quoi. C'est un rapport plus que paternaliste. On a foi dans le fait que ce sont des hommes comme les autres et qui pourraient devenir aussi mais il faut attendre beaucoup de temps. Mais il va falloir beaucoup de temps. Il va falloir du temps à ces grands-enfants pour atteindre le niveau qui leur permettra d'être comme nous, quoi. La première génération, de toute façon, elle est foutue. Donc les enfants de ceux-là seront en esclavage pendant un temps donné, et les enfants de ces enfants, etc. Donc voilà. Ça, c'est la perspective générale des Amis des Noirs. C'est la perspective de la Société des Amis des Noirs, dans laquelle on a Condorcet. Elle a été fondée par Brissot, futur leader girondin, et Clavière, Clavière, qui était un banquier genevois de la Révolution de Genève. Voilà, on a Lafayette, on a La Rochefoucauld, etc. Donc des grands personnages. Et cette Société des Amis des Noirs donc fait de la propagande pour faire connaître la traite. Parce qu'on ne la connaît pas bien, la traite. Les esclaves, quand les bateaux partent de Nantes, les bateaux négriers, c'est un bateau normal qui part. Oui, parce que c'est un navire qui se charge. C'est au courant, c'est lors du voyage qu'ils se transforment en négriers. Et donc, ils vont notamment faire connaître, en relation avec la Société d'abolition de l'esclavage de Londres, dirigée par Wilberforce et Clarkson, etc., qui, dans le même temps, essaient de faire abolir la traite à Londres. Ils vont faire une campagne pour faire connaître la traite et pour demander l'abolition de la traite. Et leur argumentaire, c'est « Vous voulez des colonies, très bien, il faut abolir l'esclavage progressivement. Sans cela,
il y aura une insurrection, et sans ça, vous n'aurez plus de colonies. Donc la Société des Amis des Noirs n'est pas du tout anticolonialiste. D'accord. Elle est anti-esclavagiste dans la mesure où elle est contre la traite, mais elle considère qu'il va falloir passer par un très long processus avant de pouvoir éventuellement passer du travail servile au travail salarié. Et elle n'est pas opposée à la traite pour des raisons purement humanitaires. Aussi, comme tu disais, pour des considérations économiques. Absolument. Parmi eux figurent des gens comme Clavière ou des gens, certains héritiers des physiocrates, Dupont-de-Nemours par exemple. Ouais, voilà. Ce sont des gens qui ont un point de vue, mais qui ont un point de vue... Alors peut-être que dans leur conscience, ils ont un point de vue humanitaire aussi. Ouais. Mais donc, dans ce qu'ils écrivent... L'argumentaire est pas celui-là. L'argumentaire, c'est celui-là, quoi. Alors, il existe par ailleurs une société des gens de couleur, qui est une autre société, qui est créée par Julien Raymond. Julien Raymond, c'est un libre de couleur, assez riche, même très riche. Il possède beaucoup d'esclaves, une centaine d'esclaves à Saint-Domingue. Il vient en France dans les années 1780 pour essayer de faire pression sur le ministre de la Marine Castries, qui à cette époque-là est plus ou moins favorable à leurs revendications. Donc il va essayer lui aussi de faire un travail de lobby auprès du ministre de la Marine, puis Castries va être viré finalement, et Julien Raymond va rester dans sa province d'Angoulême, parce que son père était d'Angoulême. Et quels sont ses objectifs? Il demande, lui, l'abolition de non pas de l'esclavage, mais de la discrimination raciale. C'est-à-dire tous ces interdits, toutes ces contraintes que j'ai évoquées tout à l'heure, qui pèsent sur les métis. Et son argumentaire, c'est de dire, nous sommes de bons citoyens français, nous sommes de bons sujets du roi, nous sommes efficaces économiquement, il faut que nous ayons les mêmes droits que les Blancs. D'accord. Mais il ne parle pas d'esclavage. D'accord. Au début. Au début. Mais progressivement, avec les dynamiques révolutionnaires, tout ça va être dépassé. Voilà. Alors, on en arrive à cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a une vocation universelle et qui, a priori, est incompatible avec la situation esclavagiste dans les colonies. Tout le monde l'a compris à l'époque. En 89, Rivarol, le fameux journaliste contre-révolutionnaire, je cite de mémoire, il dit cette déclaration, c'est le code de la sauvagerie ou c'est le code des sauvages. Qu'est-ce qui empêchera demain les nègres de nos colonies de venir nous réclamer leur liberté? Qu'est-ce qui empêchera les domestiques de venir nous demander leur maison? Voilà. Et donc l'enjeu de la Déclaration des droits, qui est un enjeu économique, social, économique, etc. Ça sape les fondements de l'ancien régime en général. Mais aussi de l'ordre bourgeois. Tu racontes que les colons, aux Antilles en particulier, essayent d'empêcher cette déclaration d'arriver. Ils essaient de faire en sorte qu'elle soit connue le plus tard possible. Et idéalement, pour eux, il faudrait qu'elle ne soit jamais connue. Il y a même des enlèvements, il y a des assassinats, puisque posséder un exemplaire de la Déclaration des droits à Saint-Domingue, en fin 1789, est passible de la peine de mort. Mais c'est une décision qui est prise par le gouvernement local? Non, c'est le lobby colonial lui-même qui envoie des nouvelles aux assemblées coloniales, puisque... Si tu veux, en 1789, on a créé des assemblées coloniales de la même manière qu'on a créé des municipalités et des autorités départementales, pour dire vite, je simplifie. Ouais. Donc il y a une assemblée coloniale qui se tient au Cap, par exemple à Saint-Domingue, qui se tient à Saint-Pierre en Martinique. Et donc ces assemblées coloniales, il y a des gens qui ont été élus, mais évidemment, les Blancs ont empêché les libres de couleur d'être élus, alors que théoriquement, rien n'empêchait les libres de couleur de voter. Donc, ces assemblées coloniales se sont constituées en pouvoir. Elles ont dit, nous sommes les représentants de la colonie. Donc, elles mobilisent les fonctions régaliennes, quoi. Elles mobilisent complètement. Elles peuvent décréter. Et elles décrètent. Par exemple, il y en a une qui va décréter un peu plus tard. Mais c'est l'éternité de l'esclavage. L'esclavage sera éternel. Il proclame ça. D'accord. Ils ont tellement peur face au changement qui se profile. Donc, ces assemblées coloniales vont tout faire en envoyant des gens en métropole pour bloquer les ports et puis empêcher la nouvelle de partir. Absolument. Le club Massiac, qui est le club des colons parisiens ou de métropole, parce qu'il faut savoir que beaucoup de propriétaires des colonies ne vivent pas dans la colonie, vivent en métropole et touchent l'argent de... Ils ont des intendants. Ils ont des intendants qui font ça pour eux, très bien d'ailleurs. Et donc ils vivent en métropole et donc ils constituent un lobby très important qui se réunit à l'hôtel Massiac, et c'est pour ça qu'on l'a appelé le club Massiac. Et ils vont faire pression
D'abord, ils vont faire pression sur les États généraux, parce qu'ils demandent des délégués, parce qu'ils n'ont pas de délégués. Parce qu'ils ne sont pas une province française, ils n'ont pas élu des délégués aux États généraux. Donc ils ne sont pas représentés à l'Assemblée constituante. Non, si, alors, à l'Assemblée constituante, mais au tout début, aux États généraux, ils ne sont pas représentés. Et en fait, ils participent, il y en a certains qui participent au serment du jeu de paume, alors qu'ils ne doivent même pas être là, ils n'ont même pas le droit d'être là, ils y participent quand même. Le serment du jeu de paume, on rappelle qu'il transforme le tiers-État en Assemblée nationale, qui se décrète investi de la souveraineté supérieure et qui refuse de se séparer tant qu'elle n'aura pas donné une constitution. Absolument. Et donc, au pays. Ils obtiennent, après une campagne assez acharnée, ils demandent au point de départ 40 délégués, parce qu'ils sont censés représenter les Noirs. Donc ils disent, nous on a 500 000 esclaves, donc on veut 40 délégués ou 30 délégués, ou 30, non c'est 30 délégués, pardon. Excusez-moi. Mais finalement, il y a toute une campagne, je simplifie, vous lirez l'histoire dans le bouquin, qui est assez marrante, parce qu'ils font feu de tout bois, les gars. Et donc finalement, ils obtiennent 6 délégués pour Saint-Domingue, plus 6 suppléants. Un peu plus tard, ils obtiennent 2 délégués pour la Martinique, 2 pour la Guadeloupe, avec chacun des suppléants. Ça veut dire qu'on a 10 représentants des colons, qui sont élus que par les Blancs, évidemment. Qui prétendent représenter des centaines de milliers d'esclaves. Et les libres de couleur, qui n'ont eu aucun poids dans les élections. Distorsion complète au départ. Voilà. Et donc, ce lobby colonial à l'intérieur de l'Assemblée a des relais, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas apparemment concernés par les questions coloniales. C'est le cas d'Antoine Barnave, qui est l'un des cofondateurs du Club des Jacobins, mais qui est très ami avec les frères Lamette. Les frères Lamette, qui, eux, sont des propriétaires terriens de Saint-Domingue. Et Barnave est clairement l'homme du parti colon. Au début, c'est pas très clair. Jacobin. Et du coup, on peut être jacobin et esclavagiste. Monneron, député de La Réunion, va faire un discours pour expliquer que l'esclavage, à ma foi, c'est bien triste, mais on ne peut pas faire autrement, ma bonne dame, parce que pour des raisons économiques, etc., etc. L'argumentaire de ces gens-là, c'est pas du tout les nègres sont des sauvages. L'argumentaire, c'est l'esclavage, c'est terrible, c'est pas bien, mais on ne peut pas faire autrement. C'est une nécessité. C'est une nécessité économique. There is no alternative, en quelque sorte. Et alors, entre cette déclaration de l'été 89 que les colons essaient d'empêcher de parvenir chez les esclaves, dans les colonies, et cette décision historique du 6 février 1794, si je ne me trompe pas, qui abolit l'esclavage, par laquelle donc la convention montagnarde dominée par les montagnards et Robespierre, entre autres, abolit l'esclavage. Entre ces deux dates, qu'est-ce qui se passe en métropole? Quelle est la dynamique en métropole et quelle est la dynamique dans les colonies où il y a des insurrections? Je crois même qu'il y en a eu une en Martinique juste avant, peu avant l'insurrection en France. Le passage de l'un à l'autre, c'est effectivement des dynamiques croisées et connectées. C'est-à-dire que, grosso modo, chacune des colonies que j'ai évoquées tout à l'heure connaissent des insurrections ou des révoltes. Certaines sont limitées. C'est telle commune avec telle commune avec telle commune. C'est le cas, par exemple, en Martinique, puisque avant même l'arrivée de la nouvelle de la prise de la Bastille, il y a une insurrection, une révolte d'esclaves qui est vite écrasée dans le nord de la Martinique. En Guadeloupe, c'est pareil. À La Réunion, c'est pareil. Il y a des insurrections limitées. Ce qui va faire complètement basculer toute la situation et finalement, justement, enclencher une dynamique nouvelle, c'est la grande révolte des esclaves de la province du nord de Saint-Domingue, de la province du Cap, en août 1791. Mais il faut dire que cette grande révolte d'août 1791 est précédée, en réalité, par la tentative d'un certain nombre de libres de couleur, notamment Vincent Auger, qui était un médecin, qui était quelqu'un d'une assez grande famille, qui avait été combattant pendant la guerre d'indépendance américaine, qui était donc un métis. Et Auger a tenté de lever des troupes dans la colonie de Saint-Domingue pour chasser le pouvoir blanc, ou en tout cas pour exiger l'égalité de droits entre les libres de couleur et les blancs. Il est exécuté, c'est l'un des derniers exécutés sur la roue. Et donc, en fait, à partir de, disons grosso modo, mi-1790, en fait, la colonie de Saint-Domingue est déjà entrée dans un cycle de guerre civile, entre libres de couleur et blancs. Et à l'intérieur du groupe des blancs, entre blancs patriotes et blancs contre-révolutionnaires. Et donc, on a déjà, alors je ne rentre pas dans le détail là non plus, ce serait trop long, mais on a déjà une guerre civile où les uns et les autres arment leurs propres esclaves.
C'est-à-dire que quand on dit les libres de couleur se battent contre les blancs, en réalité, c'est pas vrai. En réalité, les blancs et les libres de couleur se battent les uns contre les autres, mais avec leurs propres esclaves. Or, ces esclaves à qui on donne des armes, on les émancipe. Parce qu'on ne peut pas mettre sous le fouet quelqu'un qui a tenu un fusil. Donc, il y a un processus d'affranchissement un peu de masse, mais par le bas, qui commence dans le cadre de la guerre civile. Voilà, qui commence avant la grande révolte du Nord de Saint-Domingue. Pourquoi cette grande révolte éclate? D'abord, elle éclate parce que Saint-Domingue connaît des conditions exceptionnelles. Bon, là aussi, je ne peux pas développer, mais grosso modo, il y a la disproportion démographique très importante, puisqu'il y a à peu près 500 000 esclaves à Saint-Domingue et grosso modo 50 000 libres. Donc il y a 10 fois plus d'esclaves que de libres. Donc évidemment... Et ces libres sont divisés eux-mêmes entre et blancs... Ces libres, voilà, et absolument. Et donc le front des propriétaires à Saint-Domingue s'est fracturé. Et par conséquent, les esclaves ont vu dans cette situation, parce qu'ils n'étaient pas d'idiots et qu'ils voyaient bien ce qui se passait autour d'eux, et qu'ils ont entendu parler de la Déclaration des droits aussi, même s'ils ne l'ont pas lu, ils en ont entendu parler. Parce qu'il y a des bouts qui sont passés, parce qu'il y a des blancs philanthropes qui l'ont fait connaître. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Parce que les prêtres, lors du prêche, en ont parlé, parce que le roi a ordonné aux prêtres de parler des États généraux, etc., etc., etc. Donc la rumeur circule, même si la déclaration des droits elle-même ne circule pas, mais l'idée que les hommes sont libres et égaux en droit, ça circule. Et que ça a été proclamé. Ça a été proclamé, ça circule. On le sait. On le sait. Puis il y a des rumeurs. On dit le roi veut nous donner 3 jours de liberté, mais les blancs veulent pas. Et finalement, toutes ces rumeurs et tous ces mélanges fait que les chefs des esclaves révoltés d'août 91, qui sont l'élite des esclaves, parce que la quasi-totalité des dirigeants, c'est des cochers, c'est des intendants, c'est-à-dire c'est ceux qui étaient vraiment les plus hauts dans la hiérarchie servile. D'accord. Esclaves avec des fonctions... Avec des fonctions de confiance, comme on dit. Hein, c'est eux qui organisent l'insurrection. Alors elle est peut-être, sûrement, précédée par une cérémonie vaudou, qui aurait eu lieu là, quelques jours avant. Enfin, on n'est pas sûr. Donc il y a un substrat religieux... Il y a un substrat religieux très net, oui, syncrétique. De mobilisation. Absolument. Il paraît, alors c'est encore discuté, mais il paraît qu'on a sacrifié un porc, qu'on a sacrifié des chèvres, etc. Et que l'un des dirigeants de cette première insurrection, Boukman, s'appelle Boukman, B-O-U-K-M-A-N, est un prêtre vaudou. Bon. On n'en est pas certain, enfin c'est possible. Toujours est-il que Boukman est vite tué et très vite, la direction de cette insurrection va être prise par 2 hommes qui vont s'instituer officiers. Le premier s'appelle Jean-François, et l'autre s'appelle Biassou. Et un petit peu en retrait, un troisième, mais qu'on voit pas très bien devant à l'époque, qui s'appelle Toussaint Bréda. Et Toussaint Bréda qui est médecin et conseiller de Jean-François et de Biassou. Et la particularité de cette révolte de Saint-Domingue, c'est que des révoltes, il y en a toujours eu, dans toutes les colonies, dans toutes les époques. Non seulement elle n'est pas écrasée dans le sang, mais très vite, au bout de 6 mois à peu près, les révoltés vont mettre en place leur propre administration des territoires libérés. Et leur premier acte, c'est de détruire intégralement les moyens de production. Hein, ils détruisent les fours, ils détruisent les machines pour broyer la canne. C'est-à-dire que c'est très très fort. Il y a un côté ludite, et non pas ludique. Ludite. Ouais, c'est ce mouvement d'artisans qui cassent les machines parce que ça leur prend leur travail. Absolument. Sauf que là, il s'agit vraiment de détruire les instruments de production. Comme emblème de l'ordre socio-économique. De l'ordre esclavagiste. Et puis, coup de bol, d'une certaine manière pour eux, l'évolution de la situation en Europe va faire que la France va déclarer la guerre à l'Angleterre et à l'Espagne. Or, l'Espagne, elle est de l'autre côté de la frontière. Puisque la partie sur l'île d'Hispaniola. Voilà, la partie est de l'île d'Hispaniola est à quelques kilomètres. Et donc... Donc c'est l'actuelle République dominicaine, et à l'époque, c'est Santo Domingo, c'est ça? Santo Domingo. Santo Domingo. Et donc les officiers comme Jean-François et Biassou, les chefs des esclaves révoltés, vont se présenter comme serviteurs du roi d'Espagne, dans leur lutte contre la France. Et donc, ils vont se présenter comme royalistes. Et donc, ils sont officiers du roi d'Espagne, ils sont royalistes. Et quand la République va être proclamée en France, ils vont se battre contre la République, les esclaves. Puisque, forcément, les gens qu'ils ont en face d'eux, les Blancs, eux se disent républicains. Enfin, pas tous, puisque certains sont royalistes et sont déjà partis. C'est absolument complexe. Donc, c'est très complexe, parce que les identités politiques de la métropole sont réfractées d'une manière extrêmement complexe dans les colonies. Mais alors, à ce compte-là, la convention...
va se retrouver finalement l'ennemi d'un mouvement d'émancipation dans les colonies qui se targue qui se prévaut de ses principes. Pas tout à fait la Convention, parce que chronologiquement, c'est assez fin. Ouais. En fait, c'est la législative, c'est-à-dire l'Assemblée qui est avant la Convention, qui envoie des délégués, qui envoie des commissaires à Saint-Domingue pour rétablir l'ordre, parce qu'on apprend la fameuse révolte dont j'ai parlé, et on envoie des troupes pour rétablir l'ordre esclavagiste. Et qui est-ce qu'on envoie? On envoie 2 commissaires civils, qui ne sont pas des députés. L'un s'appelle Léger Félicité Sontonax, l'autre s'appelle Étienne Paul Vérel. Or, Léger Félicité Sontonax et Paul Vérel sont 2 membres actifs du Club des Jacobins et 2 membres très fortement mobilisés dans la mouvance anti-esclavagiste. On sait que Sontonax a écrit, pas sous son nom, dans les Révolutions de Paris, un des journaux patriotes les plus importants, des articles demandant l'abolition immédiate de l'esclavage. À l'époque, il est très minoritaire sur cette question. Donc, l'Assemblée législative envoie des délégués sur place pour rétablir l'ordre esclavagiste, avec pour ordre d'exterminer les esclaves. Mais quand Sontonax et Paul Vérel arrivent sur place, au bout de 6 mois, au bout de quelques mois, ils se rendent compte que les vrais révolutionnaires, c'est pas les Blancs, c'est les autres. C'est pas ceux qui sont venus soutenir. C'est pas, voilà, absolument. Et donc, très vite, ils vont comprendre que... La législative n'avait pas compris. L'Assemblée nationale n'avait pas compris. Ils n'avaient pas compris. Il y avait une révolte d'esclaves, bon, il fallait écraser la révolte d'esclaves. Voilà, il fallait faire rétablir l'ordre. Et donc, les principes de la Déclaration des droits n'étaient pas au premier plan. Alors, on est à l'époque où la royauté n'est pas encore abolie. Hein, comme tu disais, c'est pas encore la Convention. Absolument. Et donc, l'orientation est pas... Pendant qu'il se passe ça dans les colonies, enfin, à Saint-Domingue, en l'occurrence, les envoyés désormais de la République, puisqu'ils ont été envoyés par la législative, mais entre-temps, ils voient très bien que les contre-révolutionnaires, c'est les Blancs. Et donc, très vite, ils vont comprendre qu'il faut se rallier les esclaves. Alors, ils vont les rallier d'abord par petits paquets, parce qu'ils vont ordonner l'émancipation de tous ceux qui prendraient les armes. D'accord. Mais ça, c'était une pratique qui se faisait déjà avant. Et puis après, ils vont aller plus loin. Ils vont ordonner l'émancipation de toutes les familles de ceux qui ont pris les armes. Ensuite, on a une première abolition dans le nord de Saint-Domingue. C'est Sontonax qui décide d'abolir l'esclavage en tant que commissaire de la Convention. Mais sans ordre formel de la part de la Convention. Sans ordre formel de la Convention. Il estime qu'on ne peut pas faire autrement. D'accord. Et il essaye de rallier les troupes de Jean-François de Biassou et de Toussaint Louverture. Jean-François et Biassou vont rester officiers du roi d'Espagne. Ce que j'allais dire, est-ce qu'ils abandonnent ou pas cette alliance? Je ne sais plus si c'est Jean-François ou Biassou qui finit grand d'Espagne. D'accord. Ah oui, d'accord. Avec un titre de général. Mais l'ouverture dans un premier temps, qui est un peu méfiant, qui ne sait pas trop que quoi qu'est-ce, il entend dire que l'esclavage a été aboli. D'abord à Saint-Domingue, ça il le sait. Mais bon, est-ce que ça va durer, est-ce que ça ne va pas durer? Il n'en sait rien. Donc, voilà. Puis il apprend que la Convention a aboli aussi l'esclavage. Confirme cette abolition. En février 1794. C'est quelques mois après que Toussaint Louverture se rallie à la République et à la France républicaine. Et il emmène avec lui les meilleurs soldats. Et ça va être le noyau de l'armée noire qui va diriger Saint-Domingue par la suite. Et puis très rapidement, à partir de 1795-96, Toussaint Louverture va devenir le général en chef, puis le représentant du pouvoir exécutif, puis le gouverneur adjoint, et il va devenir, au bout d'un certain temps, le premier personnage de Saint-Domingue. Mais ça va être un processus. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est comment, finalement, ces 2 individus qui étaient envoyés pour réprimer une révolte d'esclaves en viennent à faire le contraire. Mais ça ne sort pas de n'importe où. C'est 2 types qui étaient déjà des anti-esclavagistes avant. C'était des types qui n'avaient pas de préjugés de couleur auparavant. Et donc, c'est en cela qu'il y a un lien, une dynamique. Parce que quand Sontonax et Paul Vérel décident d'abolir l'esclavage, ils convoquent des assemblées électorales. Et disent, on va envoyer des délégués à la Convention. Et donc, ils convoquent des assemblées, alors dans des conditions un peu bizarroïdes, où c'est difficile de faire voter tout le monde. Qui élisent des représentants qui sont censés aller ensuite en France. Ils élisent 6 députés pour être envoyés à la Convention. Finalement, il y en a 3 qui arrivent.
Il y en a 3 qui n'arrivent pas, il y en a un qui est assassiné, enfin, ou qui est retardé, ou qui est enlevé. Enfin bref, je passe les détails. Il y en a 3 qui arrivent. Première chose qu'ils font quand ils arrivent à Lorient, je crois, ou à Brest, je ne sais plus laquelle des deux, j'ai un trou, peu importe. Première chose, la Société populaire les arrête. Pourquoi? Parce qu'ils sont accusés par les colons blancs, ceux de métropole, d'être de viles créatures des Girondins. Bien sûr, à un moment donné où voilà. Les Girondins sont les ennemis du régime. Absolument. Donc, finalement, ils sont libérés au bout de 3 jours. Ils arrivent à Paris, hop, rebelote. On les arrête, on les envoie en prison. Il reste que 2 jours en prison. On a des gens qui sont autour du comité de salut public, en l'occurrence 2 gars qui s'appellent Page et Brulet, qui sont parmi les jacobins les plus virulents, qui sont en fait des agents clandestins des colons. Du parti des colons. Du parti des colons. Ils ont été envoyés de Saint-Domingue à Paris pour être des agents. Toujours pour faire du lobbying, toujours pour infiltrer, pour manipuler. Et d'ailleurs, ils réussissent tellement bien que ces fameux délégués sont arrêtés en arrivant à Paris. Bon, mais finalement, ils sont libérés au bout de 2 jours. Et ces 3 délégués donc, se pointent le 3 février 1794 à la Convention, avec un drapeau, non pas bleu, blanc, rouge, mais noir, blanc, rouge, le drapeau de l'égalité de l'épiderme, le noir pour les noirs, le blanc pour les blancs, le rouge pour les métis, avec un cartouche qui dit « l'union fait la force ». Ils présentent ce drapeau comme le drapeau de l'épiderme, de l'égalité de l'épiderme, et ils font un rapport à la Convention dans lequel ils expliquent ce qui s'est passé. Et pourquoi Sontonax et Paul Vérel ont aboli l'esclavage. Et la Convention, à ce moment-là, décide, dans l'enthousiasme, il n'y a pas de vote, hein, c'est une déclaration, dans l'enthousiasme, tout le monde se lève et décide d'abolir l'esclavage. Non seulement d'abolir l'esclavage, mais de l'abolir sans indemnité aucune, et par ailleurs de faire une alliance, c'est dit dans le texte de la séance, de faire une alliance entre le nouveau peuple de Saint-Domingue et le nouveau peuple français. Ça veut dire qu'il y a cette reconnaissance que, par le geste de l'abolition, c'est pas la Convention qui donne la liberté, c'est eux qui ont conquis leur liberté, mais on les reconnaît comme nos égaux. Les reconnaît, c'est ça. C'est pas un geste... c'est pas un geste paternaliste, pour le coup. Supérieur. C'est un geste dans lequel on reconnaît l'égalité dont ces gens-là avaient été privés par des tigres altérés d'or, etc. C'est le quelques vers de la chanson qui figurent en exergue dans le bouquin, parce que cette abolition a eu un énorme retentissement, et pas qu'en France, mais en France, il y a eu des centaines de... Alors, on pense qu'il y en a eu 150 à peu près, ou 130, si je ne dis pas de bêtises, de fêtes dans toute la France, célébrant l'abolition de l'esclavage. Ah oui. Ah oui. Oui, ça a été un truc énorme. Donc ça a été perçu comme quelque chose quelque chose d'énorme. Qui avait aussi une valeur et un sens... pour des gens qui n'étaient pas concernés personnellement par l'esclavage. Vous avez des patelins qui n'avaient jamais vu un esclave, dans lesquels on a fait venir des nègres, entre guillemets, d'un côté, pour qu'ils figurent dans la scène où on brisait les chaînes. D'accord, parce qu'on met en scène cette libération. On met en scène un truc qui est très important, on présente souvent dans plusieurs fêtes, il y a dans les comptes rendus, une femme blanche qui allait un enfant noir, et une femme noire qui allait un enfant blanc. Ah ouais. Hein, pour montrer qu'il n'y a qu'un seul genre humain. Et donc, il y a le niveau de l'égalité, etc. Donc, il y a toute une symbolique. Alors, je n'ai pas beaucoup insisté dans le bouquin, mais je n'avais pas beaucoup de place. Mais il y a une thèse à faire là-dessus. Il y a des articles, il y a des choses qui ont été faites, mais il y a une thèse à faire là-dessus. Parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de comptes rendus de fêtes qui sont là dans les archives. Et donc ça, c'est pendant l'hiver, le printemps 1794. C'est en 94. Juste après, c'est en mars, avril 94. Et à l'initiative de ces fêtes, c'est des initiatives locales, j'imagine. C'est les sociétés locales, les clubs populaires, les clubs locaux, les clubs de jacobins locaux, ou les autorités locales de département ou municipales. Et évidemment, quand on considère ça et que on considère la suite de l'histoire de la France et des colonies, évidemment, on peut être que frappé par, en un sens, le recul, la régression au plan des valeurs et des principes qui peuvent être les nôtres aujourd'hui pour le siècle qui suit. Alors, on sait que la Révolution française, d'un certain point de vue, elle a mis un siècle avant de triompher. On peut lire toute l'histoire du 19e siècle et de l'instabilité politique française comme des tensions entre mouvements
contre-révolutionnaire, autoritaire, notamment de cette bourgeoisie bonapartiste, voilà, qui est pour la révolution au plan économique, la fin des privilèges d'Ancien Régime, mais qui est pour le maintien de la domination sociale. Maintien de l'ordre. Voilà. Du point de vue du rapport avec les colonies, il est bien évident que cet esprit-là que tu décris, le moins qu'on peut dire, c'est qu'il a perdu du terrain pendant bien longtemps. Il a perdu du terrain parce que, pour tout un tas de raisons, mais la principale raison, c'est que, et dans les colonies et en métropole, sous le directoire d'abord, puis surtout sous le consulat et l'Empire, tout ce qui ressemblait de près ou de loin à un anti-esclavagiste a été pourchassé. Qu'est-ce qu'il en reste finalement ? Qu'est-ce qui reste de ces événements et de ce mouvement qui a culminé avec la décision de la Convention en février 1794 ? Il reste... Alors, d'abord, Bonaparte rétablit l'esclavage en 1802. Ouais. Plus exactement, il fait voter une loi qui n'applique pas qui, dans un premier temps, n'applique pas l'abolition dans les territoires récupérés sur les Anglais. C'est-à-dire que la Martinique avait été occupée par les Anglais, et donc l'esclavage n'y avait pas été aboli. Donc on récupère la Martinique, et au lieu de déclarer qu'on va continuer à abolir l'esclavage à la Martinique, on le maintient. Donc formellement, ça n'est pas un rétablissement de l'esclavage. Ça n'est que le maintien de l'esclavage là où il n'avait pas été aboli. Mais en réalité, très vite, Bonaparte s'entoure d'un lobby, le lobby colonialiste qui avait jamais disparu, en fait, qui s'est changé, qui s'est transformé, est autour de Bonaparte. Les anti-esclavagistes essayent de convaincre Bonaparte, l'amiral Truguet, Grégoire, l'abbé Grégoire, essayent de convaincre Bonaparte de ne pas toucher à la liberté générale, de ne pas revenir. Il n'y arrive pas. Bonaparte fait le choix du lobby esclavagiste et donc fait voter cette loi par le Sénat conservateur, donc comme on disait à l'époque, du rétablissement de l'esclavage. Et il le fait appliquer en envoyant Richepanse en Guadeloupe et en envoyant Leclerc à Saint-Domingue. Bon. Alors, qu'est-ce qui reste de cette abolition ? D'abord, la première chose, il reste un État, la première République noire, le premier État noir du monde, Haïti. En 1804, Dessalines, qui n'est pas un poète, fait massacrer à peu près tout ce qui reste de blancs, ou en tout cas tous ceux sur lesquels il peut mettre la main, sauf un certain nombre de déserteurs. Il y avait des déserteurs français qui étaient passés du côté des insurgés, des déserteurs polonais. Ah oui. Il y avait la Légion polonaise qui avait été envoyée là-bas. Ouais. Et les Polonais ont dit, pas question qu'on se batte pour rétablir l'esclavage. Et donc, ils sont passés, ils ont déserté. Il y avait des médecins, il y avait des prêtres. Les femmes qui acceptaient de se marier avec un homme de couleur pouvaient rester sur place aussi. Et tous les autres ont été soit massacrés, soit expulsés. Mais on a continué à accueillir quelques Blancs, parce que, par exemple, le grand révolutionnaire Billaud Varenne meurt à Saint-Domingue. D'accord. Et il aurait fait, alors c'est une déclaration apocryphe, mais ça doit bien coller à ce qu'il pensait. Il a dit, au moins mes os reposeront sur une terre de liberté. Voilà, il aurait dit ça. Donc, ce qui reste, c'est cette première État noir, c'est le fait que pour la première fois, une révolte d'esclaves a vaincu, a écrasé des troupes européennes. Donc cet État d'Haïti, lui... Cet État d'Haïti continue à exister. Alors évidemment, Haïti a subi le boycott, a subi tout un tas d'horreurs tout au cours du 19e siècle et même au 20e siècle, et continue d'ailleurs à subir des horreurs. Avec un voisin encombrant. Avec un voisin légèrement encombrant, voilà. Mais la révolution haïtienne a terrorisé l'ensemble des colons. C'est-à-dire à montrer qu'il fallait changer quelque chose. Alors ils ont changé des choses, et de ce point de vue-là, à très court terme, la révolution haïtienne n'a été un succès qu'à Haïti. Mais à plus long terme, on peut penser que cette brèche qui a été ouverte dans le système esclavagiste a été la première faille dans laquelle se sont engouffrés tous les mouvements antiracistes, etc. Il faut savoir, par exemple, que les mouvements antiracistes aux États-Unis, William Dubois, enfin Du Bois, comme on dit, avec l'accent anglais, a des parents à Haïti. Ce sont des gens qui ont cherché leur modèle, notamment, pas seulement, mais à Haïti. Donc ça a eu une importance considérable. Le bicentenaire de cette révolution haïtienne a été, ceci dit, assez peu célébré en 1994, c'est ça ? Je vois que tu pratiques
le understatement, comme on dit en anglais. Ouais. Non, elle n'a pas été du tout présente, cette abolition de cette Alors, commémoration. C'était un moment très difficile pour Haïti. Alors, c'était un moment très difficile pour Haïti. C'est le moment où le président Aristide a été viré et où il y a eu une intervention militaire américaine et française. Donc, évidemment, ça affichait un peu mal de célébrer la victoire et l'indépendance de Haïti alors qu'on y envoyait des troupes pour y rétablir l'ordre américain, pour dire vite. Et par ailleurs, je crois qu'il y a un autre aspect. C'est que, tu te souviens, enfin, je ne sais pas... Je me souviens plus quel âge tu avais en 1989, mais moi je me souviens très bien de 1989. Ouais. Pendant le bicentenaire. Ouais. J'étais là pendant le bicentenaire. Je te rappelle que le bicentenaire, c'était le bicentenaire de la prise de la Bastille. Tout et à que fait. tout ce qu'il y avait eu après, Ouais. ça avait disparu. Passé sous silence. Pas assez consensuel. Voilà. Or, le problème, c'est que le récit libéral qui fait de l'an 2, la terreur sanglante, Oui, les têtes coupées, terrible. Robespierre avec les canines de Dracula, ça colle mal avec la liberté générale. Avec beaucoup de choses, et Ça notamment, colle. et notamment avec, avec la cette liberté décision générale historique. et l'abolition de l'esclavage et la proclamation du nouveau peuple d'Haïti, et etc., etc., et la citoyenneté pour les nouveaux citoyens noirs, etc. Donc ça colle mal. Donc mieux vaut laisser ça sous le tapis. Et effectivement, à part quelques tentatives militantes à gauche, à droite, il n'y a strictement rien eu pour le bicentenaire de 1994. Et ce qui est drôle, si tu me permets une dernière petite allusion à nos temps, c'est que c'est en avril 2023, si je ne dis pas de bêtises, que Emmanuel Macron va au Fort de Joux. Il y fait un discours tout à fait hallucinant du point de vue de l'historien, puisque il parle de Toussaint Louverture, qui est mort donc, au Fort de Joux. Mais la date qui est choisie, c'est une date anniversaire de la deuxième abolition, celle de 1848. Celle de Schœlcher. Oui, celle de Schœlcher de la deuxième République, avec indemnité pour les propriétaires. Oui. Je ne sais pas si tu te souviens, mais c'était dans le contexte de la manifestation contre la loi, la contre-réforme des retraites. Ouais. Et ben, dans le discours, Macron, il a répété 9 fois le mot ordre républicain. Très bien. Et il a dit, Toussaint Louverture, comme Bonaparte, savait que l'ordre républicain était plus important. Et il dit, il ne suffisait pas d'être un insoumis. Bon, la ficelle était plus une ficelle, c'était un câble. Je vous invite tous à regarder sur YouTube le discours d'Emmanuel Macron pour la pseudo des commémorations de Toussaint Louverture. C'est sur YouTube, c'est très rigolo. Superbe exemple de manipulation de de l'histoire. télescopage historique. Et très bel exemple de l'importance d'avoir conscience de ce passé, de ce legs de la Révolution française, de cette histoire qui n'est pas seulement une histoire française, ton livre insiste beaucoup là-dessus, c'est une histoire que prennent en main eux-mêmes les habitants des colonies, les esclaves et les autres. Merci beaucoup, Merci Marc Julien. Bélissa, de nous avoir initié ou réinitié à cette histoire. Et bien sûr, maintenant, il faut lire cette somme, La Révolution française et les colonies, qui est parue à La Fabrique. C'est une petite somme. Petite somme, mais il n'est pas très cher. Quand même assez dense. Alors, pas très cher, mais assez dense, détaillée. C'est ce que nous avons besoin de savoir sur ces questions pour réfléchir au présent. Merci beaucoup.